Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'actualité. Les collèges électoraux sont convoqués pour l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre 2020. La toute première dans l'histoire institutionnelle du Cameroun, vue donc comme un parachèvement du processus de la décentralisation engagé depuis plusieurs années au Cameroun. Pour en parler dans cette édition de Twilight, des spécificités donc, que vous connaissez déjà d'ailleurs. Nous allons accueillir au courant de cette édition le docteur Moussa Njoya. Ce sera notre invité. Mais pour l'instant, c'est l'heure du journal. Il est 18h et bienvenue à Toilette. J'accueille Abigail Joyce. Good evening. Thank you, Solange. It is a new dawn in Cameroon's decentralization process. And the regional councils will soon be put in place as a major step to guarantee regional autonomy as enshrined in the 1996 Constitution. Following the convening of the electorate by the head of state in view of the regional election, our reporter Rita Macken looks at what is a regional council. Rita? Regional councils emanate from Cameroon's Constitution of 1996. It was in response to agitation for a return to a federal system of government or increased decentralization. Regional councils are nominally the governing bodies of the regions. As defined by the Constitution of Cameroon, the councils have control of cultural, economic, educational, health-related, social and sport-related issues in the regions. Article 55, subsection 2 states that the regional council shall be the deliberative organ of the region, and regional councillors whose term of office shall be 5 years shall comprise divisional delegates elected by indirect universal suffrage and representatives of traditional rulers elected by their peers. The regional council is headed by an indigene of the region elected from among its members. The president of the regional council is the executive organ of the region. In this capacity, he is the interlocutor of the state representative. He is assisted by the regional bureau elected at the same time as himself from among the members of the council. A bureau which, according to the law, should reflect the sociological components of the region. Back to school is around the corner, and it is very common to find children hawking in the streets. But however, this is against the law, especially when it concerns minors. Children above the age of 15 are now caught up between respecting the law and earning a living for themselves. Our reporter Yvonne Ako went investigating, and she brought back the following report. Poverty is said to be the main push factor when it comes to street vending. Even though the law prohibits this phenomenon, the concerned, mostly minors, have to make ends meet. I know that the government has prohibited this activity, but we are struggling to have something to eat. The risks are high, ranging from road accidents, pickpocketing, among other delinquent behaviors. Nevertheless, most of these children are often sent to sell by their parents and guardians to make some quick cash, and so they have easily integrated themselves in the activity. When I sell on the streets, the turnover is faster than when I sell on a stable spot. The law prohibits this kind of hawking, and the sanctions are even stricter when minors are involved. Child labor is forbidden. Section 293 is talking about slave. Those persons who use people as slave. By these people, we can also put their children.
somebody who use a children like a slave and used to send it out to sell, to do business and so on and so, that person who did it is penally responsible, and he can even go to the prison according to section 293. Social services also have a role to play in this case, reason why the Ministry of Social Affairs few months back embarked on a campaign for the withdrawal of street children from major streets in Yaoundé to educate them and reintegrate them in the society. We stay in back to school, where dealers in didactic materials have begun stocking their shops in prelude to school resumption. Our reporter Ate Bonaventure visited the Yaoundé Central Market and reports that the ambience is rather timid as compared to last year. 3 weeks to school resumption, and the market is still to witness the usual rush for didactic material. Many Cameroonians like last minute to buy. For the product, we have a product, no problem. This back to school this year is very important for my company. Some shops have ordered for books and other school needs from wholesalers and are still waiting for delivery. Others are simply displaying old stock. Here, on the contrary, home consumables are already giving way for stationaries. We have 400, 500 pages of ledger. Before 2019, we don't have that. Every year, my company tries to improve to have good quality of material. The traders are hoping to make good business in the weeks ahead. Following administrative decision prohibiting temporarily the circulation of commercial motorbikes in the town of Bamenda, our reporter Mabel McKendy now gives us a general atmosphere of the area after restrictions. Is the atmosphere at the Bamenda's Commercial Avenue this Tuesday, September 8. Only motorbikes have been restricted from the area, but very few taxis and private cars are seen circulating around the city center. This has rendered movement of persons and goods difficult. The situation at Mobinkwen is typical of the setting, known for carrying on with normal activities even during complicated periods. Most of the areas forbidding for motorbikes in Bamenda 1, 2, and 3 are also void of vehicles. Around the government residential area, private cars and some taxis are transporting the people, most of whom are serving in the public and private offices around the area. The Bamenda 1 Motor Park, which is another limit point for bike riders, is witnessing normal activities. Administrative authorities have reassured the population that the prohibition of motorbikes within the central town is to protect them and their property. Officials of the CDC in the southwest region of Cameroon have expressed gratitude to the head of state for the prompt intervention to rescue the corporation. This through numerous financial subventions through the government and instructions of the head of state. Details with Regina Ngale from CRTV Southwest. Since the crisis started, the Cameroon Development Corporation has been facing serious challenges, one of them being that of protecting its land. Recently, officials say some individuals irregularly secured concessions on several hectares of CDC land. The incident did not only cause management to meet urgently, but equally caused some workers to protest. During the meeting, workers were reassured that appropriate legal measures have already been taken against persons or individuals who illegally took possession of CDC land. The workers were further told that their right, their interests, and the corporations will all be protected by the government. Apart from the land issue, the official also used the occasion to express their gratitude to the head of state Paul Biya for his prompt intervention to rescue the corporation. According to the chairman of the corporation, Benjamin Itwe, the continuous survival of the CDC is thanks to the numerous financial subvention to the corporation by the government on the instruction of the head of state. Reason why he used the occasion to extend their profound gratitude to the head of state and promises to do everything to work for the reconstruction of the CDC.
Now, out of the country, the military junta has ousted Mali's president, has given until September 15 to appoint a civilian leader to lead the transition. Yes, Solange, you're definitely correct. Leaders from the West African bloc, ECOWAS, said the proposed civilian president and prime minister would lead the country to a fresh election. We have details of that story with Gladys Asu. The leaders of Mali's military coup, which witnessed the ousting of Ibrahim Boubacar Keïta, have been given until 15 September to appoint a civilian leader to lead the country's transition. Leaders from the West African bloc, ECOWAS, said the proposed civilian president and prime minister would lead the country to a fresh election. The junta is yet to respond to the announcement made on Monday during a summit attended by 8 heads of state in Niamey, the capital of Niger. ECOWAS wants the transition to be done within a year, but the junta has in the past said it prefers a reasonable time and suggested at least 2 years. The military junta has been holding transitional talks with political leaders. The ousted President Ibrahim Boubacar Keïta flew to the United Arab Emirates for treatment over the weekend after a minor stroke. He was detained by the junta and resigned on 18 August after months of mass protest. Thank you, Gladys Asu. And it is on that note that we wrap up the 6 p.m. edition. You've been in the company of myself, Joyce Abigail, but now I'll leave you in the company of Solange Abesolo. Thanks, Abigail. Merci d'être venu. Merci pour toutes ces informations. Dans quelques secondes, nous irons dans la région de l'extrême nord où, vous le savez, il y a une semaine, le pont du Mayo Sava s'était donc effondré et nous en reparlerons ce soir avec notre correspondant permanent sur place là-bas, Malmoussa Le Doublez. Alors, je le disais il y a un instant, donc prenons des nouvelles des populations du Mayo Sava dans la région de l'extrême nord après l'effondrement du pont donc du côté de Maroua où nous retrouvons tout de suite Malmoussa Le Doublez pour en parler. Bonsoir Malmoussa Le Doublez. Bonsoir, bonsoir Agnès Solange et merci de nous retrouver dans l'extrême nord. Alors, si on pouvait revenir, Malmoussa, sur cette actualité, il y a une semaine, donc, le pont s'effondrait, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Il faut dire, Agnès Solange, que le pont de Palar qui s'est effondré il y a un peu plus d'une semaine a été construit dans les années 80. Il faisait partie des infrastructures réalisées par le gouvernement camerounais dans la perspective du comice agro-pastoral que Maroua a abrité en 1988. Il est situé sur le corridor Douala-N'Djamena. Et puis, ce pont, il faut le dire, a fait preuve d'une résistance incroyable, puisque les autres ont été reconstruits. J'ai fait allusion au pont de Makabaye, à l'entrée sud de la ville de Maroua, et celui de Salak qui enjambe le Mayo Boula. Alors, par jour, ce sont des dizaines de gros camions bien chargés de marchandises qui passent là-dessus depuis 32 ans, vous pouvez imaginer. Et à cela, il faut ajouter la pression des eaux de pluie du Mayo Kaliao. Et ce sont d'ailleurs ces eaux de pluie qui ont eu raison de ce pont de Palar. Il est donc hors d'usage, comme vous l'avez dit, depuis plus d'une semaine. Alors, hors d'usage depuis plus d'une semaine, mais les populations ont bien pu trouver des voies de contournement pour essayer de rallier les villes voisines. C'est cela ? Oui, c'est bien cela. Dès leur arrivée, les ministres, les membres du gouvernement se sont immédiatement rendus sur ce lieu pour mesurer l'ampleur des dégâts et trouver la solution alternative. Mais avant que ces ministres arrivent ici dans l'extrême nord, le gouverneur de l'extrême nord, Midiao Bakari, avait déjà indiqué une voie de contournement, non seulement pour les camionneurs, mais également pour les populations. Et les ministres sont venus entériner cette décision. Et donc le camion en provenance de la partie méridionale du Cameroun pour se rendre du côté de N'Djamena et vice-versa ont été autorisés à passer sur le pont vert
l'un des vestiges de la colonisation situé au centre-ville de la ville de Maroua. Et donc, par rapport au pont rouge, ce pont vert rassure par la solidité de ses piles. Donc, depuis cet incident, tous les camions transitent par le centre-ville de Maroua pour emprunter de nouveau la nationale numéro 1. Mais le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, est allé plus loin en annonçant que le pont de Palar sera reconstruit dès la fin de la saison des pluies en cours. Il a par ailleurs indiqué que la société chargée de construire la route Maroua-Mora s'est engagée à réhabiliter le radier situé en contrebas de ce pont, ce qui va permettre aux usagers de poursuivre leur voyage sur la nationale numéro 1 au lieu de faire le détour par le centre-ville de Maroua. Alors, vous avez embrayé, Mal Moussa Le Doublez, sur la présence de séjour d'une délégation interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, dans sa tournée visite de travail qui a donc duré 5 jours. Alors, les ministres ont constaté donc cet effondrement et quelles sont les solutions immédiates? Alors, en dehors de ce que je venais de dire, c'est-à-dire qu'il faut refaire le radier parce que c'est la solution immédiate. Vous savez qu'on est en saison de pluie et puis ce pont de Palar enjambe le Mayo Kaliao, donc il est impossible pour le moment d'engager les travaux. Donc il faut attendre la fin des travaux pour reconstruire ce pont. Donc les membres du gouvernement ont suivi le gouverneur de l'extrême nord dans sa démarche en proposant cette voie de contournement. Et à cela, il faut parler également de ce radier qui sera fait. Ça, c'est pour ce qui est des ouvrages endommagés. Mais il n'y a pas que cette situation. Il y a également des populations de l'extrême nord qui ont subi la furie des eaux. Donc, des inondations ont touché bien des populations de cette région. On fait allusion à celle de Al-Bakaï, dans le département du Mayo-Danaï. Là également, la délégation interministérielle s'est rendue sur place pour réconforter ces populations. Voilà, il n'y a pas que le pont donc, qui s'est effondré, vous l'avez dit, il y a également les populations du côté du Mayo-Danaï qui sont également sinistrées à cause des inondations provoquées par les pluies diluviennes puisque c'est la saison aussi. Et entre-temps, qu'est-ce qui a été préconisé pour ces populations-là, Mal Moussa Le Doublez? Oui, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui conduisait cette délégation à Al-Bakaï, a rassuré cette population. Il a fait une forte annonce en disant que votre digue, en réalité c'est une brèche qui a cédé, donc votre digue sera reconstruite également dès la fin de ces travaux. Et là, on peut facilement imaginer la joie de ces populations parce que depuis pratiquement 2 ans, elles vivent ces calvaires. Elles peuvent à partir de ce moment-là effacer de leur mémoire ces tristes moments qu'elles ont vécu, comme je l'ai dit, pendant 2 ans. Ça, c'est également l'une des fortes annonces. Et d'autres annonces ont également suivi par rapport à ces dommages causés par les pluies dans la région de l'extrême nord. Le ministre de l'élevage a également demander aux agro-éleveurs de poursuivre leurs activités et que l'État, lui, va poursuivre également les appuis qu'il va accorder donc à ces seigneurs de la terre dans la région de l'extrême nord. Alors, Mal Moussa Le Doublez, vous imaginez que nous n'allons pas vous laisser partir sans vous demander quelle est la réaction des populations donc, de la région de l'extrême nord après la convocation des collèges électoraux hier par le président de la République? C'est un sentiment de satisfaction lorsque nous approchons en tant que des médias ces populations parce que c'est un événement qui était attendu par ces populations. La mise en place des conseils régionaux pour les populations de l'extrême nord qui sont vraiment déstabilisées par les inondations, qui croupissent sous le poids de la pauvreté. Elle estime que c'est une lueur d'espoir pour ces populations parce que
le pouvoir, les décisions seront prises au niveau local pour impulser le développement. Donc, ces décisions charrient beaucoup d'espoir au sein des populations de cette région. Merci beaucoup Malboussa Le Doublez depuis donc Maroua dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Vous venez de le dire, une décision qui charrie beaucoup d'espoir au niveau des populations. C'est d'ailleurs la même réaction partout au Cameroun, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et nous allons parler de cela tout à l'heure, Malboussa Le Doublez. Merci beaucoup pour votre contribution ce soir. Toutefois tardé, nous allons prendre donc les réactions de quelques leaders politiques après cette annonce très attendue hier de la convocation donc des collèges électoraux au Cameroun. Ce sera le 6 décembre l'élection donc des élections régionales au Cameroun. Écoutons quelques acteurs de la classe politique sélectionnés par Oswald Medou. Le décret du 2 septembre dernier plantait déjà le décor. Le dernier palier en prélude aux premières élections régionales venait d'être franchi. Et la réaction de la classe politique nationale ne s'est pas fait attendre. Ces décrets finalisent la mise en place de toute la législation nécessaire pour ces élections dans la sérénité, mais aussi symbolisent l'engagement du président d'accélérer la décentralisation. Réaction quasi unanime dans toutes les chapelles politiques qui saluent l'acte républicain du chef de l'État. Le PSRN est l'un des partis politiques qui a décidé de participer aux élections régionales. Nous sommes au niveau de la réception des candidatures pour les primaires. Nous ne sommes pas du tout surpris par ces régionales. On les attendait depuis très longtemps et on savait qu'elles allaient être là. Donc on les attendait de pied ferme. Les décrets du président de la République avaient aussitôt déclenché les machines des partis politiques avec des objectifs clairement affichés. Il appartient à tous les partis politiques qualifiés de retrousser les manches, descendre dans l'arène et aller à l'assaut de la conquête des conseillers régionaux. Nos résultats nous permettent de croire que nous aurons au moins une région. Tous sont aujourd'hui sur les starting blocks. Il est question de faire partie de l'histoire en participant aux premières élections régionales du Cameroun, mais il est surtout essentiel pour chaque parti politique de marquer sa présence sur le terrain à travers les conseils régionaux. Nous en sommes très heureux. Ils plantent dans le décor. Il appartient naturellement à tous les partis politiques qualifiés pour prendre part à cette compétition de retrousser les manches. Il y a des attentes particulières. Il est échu en partage à Elecam la responsabilité d'être neutre, d'organiser des élections justes, équitables ou des chances égales. La convocation ce jour du collège électoral vient, n'est-ce pas, dans l'implémentation de ce que nous avons arrêté au Grand Dialogue. Et nous invitons vivement les délégués des différentes régions à y prendre part. Nous allons réaliser avec la mise en place des conseils régionaux un pas extrêmement important vers ce qui constitue actuellement les attentes de nombreux Camerounais. Maintenant que la boucle est bouclée, le Cameroun doit être à même de poursuivre et même d'accélérer sa marche en avant. Je crois qu'il y a toute une série de dispositions qui, lorsqu'elles n'étaient pas prises en compte par le conseil municipal, étaient automatiquement relayées par soit les autorités administratives, soit le gouvernement. Le conseil régional va interférer là-dedans, autrement dit, il apparaîtra entre le conseil municipal et les instances étatiques. Et je crois que ça permettra que beaucoup de choses se règlent avec beaucoup plus de facilité.
Voilà donc la toute première élection dans l'histoire institutionnelle du Cameroun. Vous avez suivi quelques réactions de la classe politique camerounaise, sélectionnée par Oswald Modung. Ce sera donc le 6 décembre prochain, l'élection régionale au Cameroun, après la convocation des collèges électoraux hier par le président de la République. Ce soir, nous accueillons un politiste pour élaguer, pour parler de cette, pour parler donc de cette élection en long et en large. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas quel est le processus, nous accueillons sur ce plateau le docteur Moussa Njoya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors d'entrée de jeu comme ça, quel est le contexte institutionnel dans lequel va se situer cette élection? Bon, le contexte institutionnel est celui que nous connaissons tous, à savoir l'envie de parachever le processus de décentralisation du Cameroun. Parce que la Constitution du 18 janvier 1996 dit que le Cameroun est un État laïque, unitaire et décentralisé. Tout à fait. Donc, cela fait 24 ans, on a engagé, je peux dire, des petits pas avec la mise sur pied des communes. Dernièrement, avec les dernières élections municipales, on a assisté à l'élection désormais des maires de villes, les 14 communautés urbaines d'antan. Et comme l'avait prévu le chef de l'État, lorsqu'il avait rempli son devoir citoyen le 9 février, il est question de parachever cette architecture de la décentralisation par la mise sur pied des conseils régionaux qui apparaissent comme le maillon fort, le maillon essentiel justement dans ce processus de décentralisation. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sera cela la particularité de ces régionales? Non, la particularité de ces régionales, c'est qu'elles interviennent dans un contexte assez particulier de l'histoire de notre pays, à savoir la crise que nous connaissons dans les régions du nord-ouest et du sud-est, mais également il y a l'accroissement de la population, il y a que les populations ont déjà intégré comme cela les règles de participation politique et veulent de plus en plus prendre leurs affaires en main, prendre leur destin en main, participer davantage à la gestion de leurs affaires quotidiennes, du moins en ce qui les concerne immédiatement. Et je pense que le chef de l'État, lorsqu'il prêtait serment, le 6 novembre 2018, avait dit qu'il était conscient de cela, de l'envie des populations et de la jeunesse en particulier à vouloir participer davantage à la prise de décision. C'est pour cela que lorsque vous lisez... Ça veut dire qu'il a tenu parole. C'est pour cela que, si vous me permettez de terminer, quand vous lisez le Code général de la décentralisation du 24 décembre 2019, il y a un aspect particulier, un chapitre particulier qui est la participation citoyenne à l'action des collectivités territoriales décentralisées. Qui voudrait qu'aujourd'hui, lorsque votre conseil municipal siège ou votre conseil régional siège, en tant que citoyen, vous pouvez aller participer. Vous observez ce qui se passe, vous pouvez adresser vos questions au conseil régional, vos préoccupations au conseil municipal pour demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas de route, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'école, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'eau, pourquoi est-ce qu'il y a le désordre urbain, etc. Donc, une disposition particulière pour permettre aux populations de participer à cela. Plus grave encore, il y a l'obligation pour ces conseils municipaux et régionaux-là de communiquer les résolutions de leurs conseils, de leurs assises, un peu comme au Parlement, lorsqu'on vote les lois, on est obligé de les rendre publiques. L'ensemble des résolutions qui seront prises désormais au sein de ces conseils municipaux et conseils régionaux, puisqu'on parle des régionales, devront être communiquées aux populations. Un peu comme on observe aujourd'hui sous d'autres cieux comme en France, normalement, il devrait y avoir des bulletins officiels des régions, comme on a un journal officiel du Cameroun. Avant d'aller jusque-là, recommençons au début. Alors, pour ces régionales, comment ça va se passer? D'accord, c'est très simple. Le 2 septembre, le chef de l'État a pris un décret. Deux décrets, un décret qui concerne les indemnités des électeurs, mais un autre décret beaucoup plus important qui précise le nombre de sièges par département. C'est ce qu'on appelle les délégués départementaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ensemble, prenons un cas, l'ensemble des délégués départementaux des conseils municipaux du Fundi vont se rassembler le 6 décembre pour élire 7 personnes. Ce sont des scrutins de liste, pour dire les choses simplement. Et il y a plusieurs partis politiques
pourront élaborer des listes de 7 délégués. Maintenant, on va convoquer un peu comme pour les sénatoriales l'ensemble des conseillers municipaux du Fundi qui vont venir élire ces 7 délégués départementaux-là. Maintenant, les chefs traditionnels de premier degré, deuxième et troisième degré du Fundi, autochtones, vont se réunir. C'est un exemple. C'est un exemple. Vont se réunir pour élire 2 chefs traditionnels parmi eux. Également, c'est un scrutin de liste. Ça veut dire que 2 chefs traditionnels de premier et de deuxième degré peuvent se réunir, disent nous aussi on fait notre liste, etc. S'il y a 50 chefs traditionnels et il y a 4 listes de chefs traditionnels dans le Fundi, ces 50 chefs traditionnels-là vont se réunir pour élire une liste de 2 chefs traditionnels parmi eux. Donc les 2 vont faire les 9 représentants du Fundi, 9 délégués départementaux du Fundi. Pour l'Union Ekele, ça sera par exemple 12. Pour le Vouri, il y aura 30 délégués départementaux, 30 délégués investis par les partis politiques et 5 chefs traditionnels. Si vous permettez, lorsque ceux-là sont élus comme ça, là, sur l'ensemble du territoire national, selon le quota et les sièges qui sont accordés par collège à chaque département, donc chaque région va rassembler les 70 délégués investis par les différents partis politiques de la région et les 20 chefs traditionnels élus par leur pairs dans la région. Donc, pour nous résumer, le travail qu'il y aura à faire aujourd'hui, pour qu'on sache ce qu'il y aura à faire, les partis politiques ont 15 jours pour présenter leur liste. À compter de la convocation des collèges électoraux. Donc d'hier, du 7, on ira jusqu'au 22. Ils ont 15 jours pour élaborer leur liste par département. Ça veut dire que PCRM peut avoir une liste dans l'Union Ekele, etc. Par département, selon le nombre de sièges. Là, on a dit 10 sièges, vous faites une liste de 10 personnes. Là, on a dit 7, vous faites une liste de 7. Maintenant, les chefs traditionnels également, par département, doivent constituer des listes. On n'a pas dit que les chefs traditionnels ont une seule liste. Donc, parmi les chefs traditionnels, on peut avoir 3-4 listes. Eux également ont jusqu'au 22 pour déposer leur liste. Et les conditions d'éligibilité pour les délégués investis par les partis politiques sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. Avoir 23 ans, avoir la résidence, etc. Voilà, vous avez déjà répondu à la question de l'éligibilité. Maintenant, je vais embrayer. Qui est concerné? D'accord. Qui est concerné? Pour ceux qui sont éligibles, tout le monde peut être investi. Mais les électeurs, ce sont les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. Tout à fait. Donc, lorsque les partis politiques vont investir, ELECAM aura 15 jours. On peut investir tout le monde. Oui, on peut vous investir, on peut m'investir, pourvu que mais ce soit une liste. Mais il faut être dans un parti politique. C'est comme les élections sénatoriales. Si vous voulez un peu avoir l'image. Non, on parle pour que le Camerounais lambda comprenne. Oui. Donc, il faut être investi par un parti politique, c'est ça? Pour les délégués départementaux. Oui. Voilà. Donc, pour les 10 sièges régionaux, des délégués qui seront tirés parmi les délégués départementaux, c'était ça le sens de la loi du 25 avril 2019 modifiant certaines dispositions du code électoral, notamment des articles 249 à 251. Donc, parce qu'avant, on se demandait, est-ce que c'est seulement les conseillers municipaux qui peuvent être candidats? On dit tout le monde peut être candidat. Voilà. Mais pour être électeur, il faut être conseiller municipal. C'est un peu comme les sénatoriales. C'est l'une des conditions à remplir pour être élu, c'est ça? Non. Pour être candidat, électeur. Voilà. Non, pour être candidat. Nous sommes encore dans la candidature. D'accord. Pas électeur. N'importe quel parti politique peut décider d'investir des candidats dans une région, dans un département, pour élire ses délégués départementaux. Mais ceux qui vont les élire, les électeurs, ce sont obligatoirement les conseillers municipaux. Tout à fait. Et il faut que ces partis politiques aient déjà eu des conseillers municipaux lors des dernières élections, non? Non. Non, voilà. C'est là où il y a une confusion. Voilà, allez-y, expliquez. Je vous dis, un parti politique qui n'a pas de conseillers municipaux dans le Fundi, par exemple, peut investir un candidat. Peut décider d'investir une liste dans le Fundi. Oui. Mais il va de soi que est-ce que les conseillers municipaux d'un autre parti politique viendront voter pour vos candidats? C'est toute la question. C'est comme au sénatorial, je vous le dis très bien. Oui. Au sénatorial, vous pouvez prendre votre aventure d'être candidat
dans une région où vous n'avez pas de conseillers municipaux, mais sachant très bien que peut-être vous n'aurez pas. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça vaut la peine de se lancer, sachant très bien que vous n'aurez pas d'électeurs? Ça peut se faire peut-être. Madame, ça vaut la peine parce que, je vais prendre l'exemple des sénatoriats 2013. Oui. Les conseillers municipaux RDPC ont voté pour les listes SIF à l'ouest et dans la Damawa parce que leur liste avait été disqualifiée. Parce que ce que je voulais vous préciser tantôt tout à l'heure, c'est que... Mais l'enjeu n'est pas le même. Le 15, après le 22, ELECAM aura 15 jours pour publier les listes des candidats. Tout à fait. Et les partis politiques auront 5 jours pour faire le contentieux préélectoral. Et la juridiction administrative a 7 jours. Ça fait 12 jours pour se prononcer. À partir de là, on arrête les listes. Et le CAM également va publier la liste des électeurs d'abord, avec l'appui du MINAT qui va leur fournir la liste des chefs traditionnels. Et 20 jours avant le scrutin, le CAM va attribuer des cartes d'électeurs spéciales à l'ensemble des 10 626 conseillers municipaux aux chefs traditionnels. Et plus tard maintenant, à partir du 22 novembre, va s'ouvrir la campagne électorale pour 2 semaines pour qu'on ait l'élection le 6. Voilà les étapes qui nous restent à franchir. Alors, en ce qui concerne le commandement traditionnel, le processus n'est pas le même. Non. N'importe quel chef traditionnel ne peut pas se présenter comme candidat. Mais on dit que la liste doit être conduite par un chef traditionnel de premier degré ou de deuxième degré. Sauf cas exceptionnel où on n'a ni chef de premier degré, ni chef de deuxième degré, par dérogation, on peut avoir une liste conduite par un chef de troisième degré. Mais c'est d'abord les chefs de premier et de deuxième degré qui peuvent conduire les listes pour le commandement traditionnel. Alors, quel est l'enjeu pour les partis politiques on a commencé déjà, mais quel est l'enjeu pour les partis politiques pour les régionales? L'enjeu est la représentation institutionnelle. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir tant au niveau local qu'au niveau national. Donc, lorsque vous estimez, si vous prenez le cas du centre, vous avez des partis comme le PCN, etc., qui ont des élus, des conseillers municipaux de manière confortable dans certaines localités. Quand vous prenez le centre, ils ont leurs conseillers municipaux dans le New-York. Donc, ils peuvent parier qu'ils auront des délégués départementaux dans ces départements-là. Et on vous dit maintenant que lorsqu'on a élu les 90 membres du conseil régional, ceux-ci vont se réunir un peu comme au Parlement pour faire leur exécutif, qui est composé d'un président, d'un premier vice-président, de 2 vice-présidents, de 2 questeurs et de 2 secrétaires. Là, vous êtes dans le mode du scrutin maintenant. Non, je suis dans la constitution du bureau exécutif. D'accord. Vous avez demandé l'enjeu. Oui. L'enjeu est que ce bureau exécutif, comme le bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, doit représenter la composition de l'ensemble du conseil régional. Donc, si vous avez 2 partis ou 3 partis politiques qui constituent le conseil régional, ces partis-là doivent se retrouver au niveau du bureau de l'exécutif régional. Donc, sachant que les politiciens jamais sont à la course des postes, etc., ça ne déplairait pas à certains d'être secrétaire de la région, questeur, etc. Ça n'engage que vous, quand vous dites qu'ils sont à la course des postes. Attends un peu, on est entrepreneur politique, c'est pour conquérir des fonctions. Et à la fin, avec les avantages qui vont avec, et sachez qu'il y a un statut dans le Code général des collectivités décentralisées, et il y a un statut de l'élu local qui a été renforcé dans ces dispositions. Donc, il y a tout intérêt pour certains partis politiques. Donc, vous verrez que des partis politiques par stratégie vont se présenter dans 2 ou 3 régions. Je reprends le cas de l'Ouest, par exemple. L'UDC va se concentrer dans le Noun, sachant que là-bas, ils ont la majorité. Ils vont avoir les 17 postes de conseillers départementaux du Noun. Et ils vont aller alors maintenant au conseil régional, les faire valoir pour avoir peut-être un poste de questeur ou de vice-président dans le bureau de l'exécutif régional.
Ok, merci. Merci, docteur Moussa Njoya. Avant de poursuivre ce débat, nous allons aller du côté du littoral. Vous le savez, hein, depuis l'annonce hier de la convocation des collèges régionaux, les réactions fusent de partout. Alors, on va aller du côté de la région de l'Est, mais signale-t-on du côté de la régie, où nous retrouvons Victorine Beguel. Bonsoir Victorine. Alors, quel est à chaud comme ça? Bon, on va pas dire à chaud, ça fait déjà 24 heures. Quelle est la réaction depuis hier de la classe politique là-bas et même d'autres personnes, des populations? Comment ils ont accueilli cette réaction, cette annonce? Bonsoir Agnès Solange Adé-Solo et soyez les bienvenus dans la région du Soleil-Levant. Alors, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu est que cette élection était déjà attendue si l'on s'en tient aux déclarations des responsables des formations politiques basées dans la région de l'Est. Après les 2 actes présidentiels signés la semaine dernière, on savait qu'à tout moment le décret portant en convocation du corps électoral allait être signé, et c'est ce qui a été d'ailleurs fait par le premier des Camerounais, le président de la République, Paul Biya. Maintenant, revenons à votre préoccupation. Les réactions de la classe politique dans la ville bertoise sont largement positive. Et si on accueille favorablement cet acte du président de la République, notamment au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les responsables avec qui nous avons eu à échanger ce matin nous ont rassurés de ce qu'ils vont jouer leur partition pour que cette élection se déroule sans anicroche. J'irai même un peu plus loin en disant que le sujet anime désormais toutes les conversations dans le chef de la région de l'Est. Vous le savez, c'est la première dans la vie de la nation camerounaise et les questions taraudent les esprits des citoyens ici, le mode de scrutin, les conditions d'éligibilité et les incompatibilités, entre autres, des préoccupations et bien d'autres qui trouvent réponse dans le code électoral Agnès Solange. Alors, est-ce que certains partis politiques et autorités traditionnelles en particulier se sont exprimés à ce sujet? La réaction, il faut le dire, fuse de partout, tout comme ces positionnements qui se préparent déjà en fonction du collège électoral. Et on est sûr d'une chose, c'est que dans les jours à venir, les concertations vont se multiplier pour trouver et présenter des listes consensuelles, tant pour les délégués de département que les représentants du commandement traditionnel. Si vous permettez, Agnès, qu'on s'attarde un tout petit peu sur les chefs traditionnels qui sont concernés au premier rang. Merci pour cette élection. C'est en même temps un sentiment de satisfaction qui les anime actuellement. Certains estiment que pendant longtemps, ils ont été relégués au second plan pour ce qui est de la gestion des affaires de la cité. L'heure est donc venue pour eux de mettre leur savoir-faire, mais surtout leur expertise au service de la nation et de leur localité en particulier. Et de leur côté aussi, des tractations sont en cours au cas l'autre jeu. Il ne faut pas oublier de respecter les délais pour ce qui est du dépôt des candidatures fixées le 22 septembre 2020 par la loi. Alors, vous conviendrez avec moi, Solange, que les délais sont courts et l'heure est au travail. Et Victorine Beguel, du côté d'Elections Cameroun, comment vont les préparatifs de ce côté? Solange, je dirais qu'à Election Cameroun, au niveau régional, les préparatifs vont bon train actuellement. Les responsables des démembrements d'Elections Cameroun, en collaboration avec les administratives, sont réunis depuis ce matin en vue de la consolidation du fichier des conseillers et des chefs traditionnels. Côté matériel électoral, les responsables nous ont rassuré que tout était déjà disponible. Le même matériel qui a servi pendant les législatives et municipales de février dernier. Agnès? Oui.
Oui, de février dernier, je disais donc, sera également mise à contribution et les centres de vote ont d'ores et déjà été identifiés. Vous avez donc les assurances que tout sera prêt le jour J. Alors, comme partout ailleurs, est-ce qu'on peut donc dire que dans la région de l'Est, ces élections sont perçues comme un prolongement ou pourquoi pas le dernier acte qu'on attendait pour le processus de décentralisation? Vous l'avez si bien dit, Agnès Solange-Abessolo, les élections régionales sont en fait le dernier élément de l'architecture institutionnelle du processus de décentralisation. Et cet acte du chef de l'État vient donc renforcer le processus de décentralisation en faisant participer davantage les citoyens à la gestion des affaires publiques. Au niveau local, on se dit qu'avec ces élections, beaucoup de choses vont changer, notamment pour ce qui est du développement des localités. Les populations seront plus impliquées et seront impliquées plus que par le passé dans la gestion des affaires communautaires. Ici, chacun pourra se reconnaître dans un projet et œuvrer pour sa réussite. Voilà Victorine Beguel en direct de la région de l'Est Cameroun. Alors merci pour votre contribution ce soir à Toilette. Merci infiniment Agnès Solange-Abessolo et bonne continuation. Merci et nous redonnons la parole à notre invité sur ce plateau, le docteur Moussa Njoya qui est politiste. Vous avez entendu Victorine Beguel tout à l'heure dans la région de l'Est. En ce qui concerne les chefs traditionnels, certains se sentent lésés. Peut-être les chefs traditionnels du 3e degré qui ne sont pas autorisés à je vais dire, compétir ou à poser leur candidature. Vous avez entendu comme moi? Non, pas qu'ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas autorisés à conduire des listes. Tout à fait. Voilà, mais ils peuvent être candidats s'ils trouvent un chef de 1er degré ou de 2e degré, de maire, de député, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un endroit spécifique à eux qui leur permet de s'investir peut-être dans la gestion de la chose publique tout en se prémunisant plus ou moins de l'appartenance partisane. On va y revenir. Vous constatez avec moi que c'est une actualité digne d'intérêt. Nous allons tout de suite dans la région du littoral retrouver Joseph Itote là-bas, également qui nous dit comment les populations et même la classe politique de la région du littoral ont donc réagi suite à cette déclaration du président de la République hier. Bonsoir Joseph. Bonsoir le plateau, bonsoir Agnès Solange, bonsoir tout le monde. Alors, quelle est la situation là-bas au lendemain de cette convocation? Écoutez, la classe politique dans la ville de Douala est unanime sur le caractère opportun de la convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Limbi-Lobe, par exemple, parle du respect de la parole donnée par le chef de l'État qui avait promis de matérialiser toutes les résolutions du Grand Dialogue National. On se souvient d'ailleurs que bien avant le Grand Dialogue National, le président Poulbier avait pris l'engagement de mener à son terme le processus de décentralisation et nous y sommes. Nous étions en 2011, je crois, devant la représentation nationale. Pour Anissé Ekane, président du MANIDEM, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Cameroun s'apprête à faire un pas de géant dans la démocratie représentative. Alors Paul-Éric King du MPCN a d'ores et déjà annoncé la participation de son parti, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, à cette consultation électorale. Jean-Jacques Ekindi salue également la décision. Donc en réalité, la classe politique, telle que je vous l'ai dit, est unanime sur le caractère opportun de la convocation des collèges électoraux. Alors, unanime sur le caractère opportun de la convocation des collèges électoraux. J'imagine également que le peuple entier, enfin pas entier, mais c'était une décision attendue. Tout à fait Agnès. Vous savez, c'est depuis la Constitution de 1996 que nous attendons la matérialisation d'un certain nombre d'institutions qui avaient été prévues par la Constitution. Il peut passer par la loi fondamentale, il vaut mieux le dire ainsi. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement l'apothéose
Jean-Jacques Ekindi, par exemple, a dit que c'est la boucle qui sera bouclée avec les conseils régionaux parce que bien avant, il y a eu le Sénat, il y a eu le Conseil constitutionnel et aujourd'hui, il y aura les conseils régionaux qui vont siéger et ces conseils régionaux seront l'expression vivante même des populations à la base dans la prise des décisions parce que vous savez, la décentralisation, c'est une forme d'organisation qui voudrait que les solutions locales soient trouvées à partir des problèmes locaux. Donc, les populations elles-mêmes vont pouvoir dire ce qu'il faut, comment cela doit être fait et avec quels moyens. Un vœu cher au président de la République, vous l'avez d'ailleurs dit il y a quelques instants. Alors, Joseph Itoté, je vous pose la question également. Peut-on dire que la région du littoral perçoit également le prolongement de la décentralisation tant attendue, pourquoi pas la fin? Oui, tout à fait. C'est le prolongement. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'architecture de cette démocratie représentative qui est bien perceptible parce que quand vous avez à la base, au niveau des régions, les conseils régionaux qui vont siéger, alors il n'y a que la volonté des populations qui sera exprimée à travers ces conseils régionaux. Donc, à Douala, dans la région du littoral en général, on est conscient de ce que ce soit le prolongement et même l'apothéose de la décentralisation. Donc, c'est un peu la joie dans les cœurs des populations. Il faut bien que... Des bons points pour une ville cosmopolite comme Douala, hein? Tout à fait. Vous savez aussi que les villes cosmopolites ont j'ai envie de dire, le défaut d'être un tout petit peu des villes où on entend trop parler d'un certain nombre de choses, où l'excès de liberté peut conduire, n'est-ce pas, au libertinage, mais n'en déplaise, la maturité politique y est, parce que de temps en temps, on entend des éclats de voix du fait de la liberté, on entend des personnes monter au créneau pour dire ce que bon leur semble, et ainsi va la démocratie, parce qu'en démocratie, on dit ce qu'on peut, et maintenant on essaie de voir si ce qu'on dit est conforme à la loi, parce qu'en réalité, en République, ce sont les lois et les institutions qui devraient ou qui guident les actions politiques. Tout à fait, Joseph Itoté. Merci beaucoup, Joe. Merci pour cette correspondance depuis la région du littoral. Nous vous souhaitons bon vent là-bas et surtout n'hésitez pas, si vous avez des réactions, nous restons tout de suite. Allez, merci beaucoup, à très bientôt. Alors, avant de marquer une courte pause, vous avez entendu tout à l'heure Monsieur Dr Moussa Njoya. Dans la région du littoral, la classe politique est content que le président de la République ait respecté la parole donnée. Oui, bon, mais on va dire une partie de la classe politique, parce que vous savez, Douala, c'est un chaudron. La majorité. Douala, c'est un chaudron. Vous avez entendu Jean-Jacques Ekindi et tout le reste, c'est la majorité. Douala, c'est un chaudron qui a la particularité de regrouper presque la totalité des formations politiques du Cameroun. Voilà. Ça a toujours été paradoxal, cette observation, c'est que vous avez des partis politiques qui existent à Douala, qui n'existent même pas à Yaoundé, le siège des institutions. Du coup, les élections sont toujours un peu plus disputées là-bas et vous avez suivi votre correspondant tout à l'heure parler de sentiments de libertinage parfois et de liberté. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc, ça sera très intéressant d'observer ce qui va se passer dans le littoral parce que ne serait-ce que les partis politiques représentés dans les conseils municipaux, vous en avez pratiquement, je crois, 7. RDPC, PCRN, MPCN, SDF, et j'en passe, je crois, plus, et etc. J'en passe. Donc, vous avez 6 à 7 partis politiques qui vont se retrouver dans le chaudron, et ça sera un lieu d'observation assez intéressant pour nous autres universitaires sur l'expression de la démocratie durant ces régionales. Oui, occasion aussi, pourquoi pas, de voir se matérialiser cette décentralisation avec la parole donnée et même ces conseillers municipaux qui vont aider les populations à s'exprimer. Oui, non seulement les conseillers municipaux, mais on aura une nouvelle catégorie d'acteurs dont il faudra moduler, observer et peut-être analyser davantage leur mode d'action. Parce qu'il est très facile
pour un parti politique de défendre les points de vue de sa formation politique, les orientations de ses leaders, lorsqu'on est conseiller départemental ou régional pour le compte d'un parti politique. Mais les chefs traditionnels, leur action dans le cadre de ces élections-là sera assez intéressante et pour la première fois, on verra l'art oratoire, la capacité de faire campagne, peut-être les chefs traditionnels. Si on n'arrive pas à des listes consensuelles, est-ce qu'elles vont brandir des menaces de malédiction, des menaces d'invective? On attend toutes ces tractations. Est-ce qu'elles vont se mouvoir dans le sens de la démocratie en permettant à leurs concurrents de s'exprimer également, en tout cas, le jeu politique, il est lancé et on attend. Mais ça sera très intéressant de voir les chefs traditionnels dans le champ électoral, particulièrement très attendu par tout le monde également. Dans quelques instants, vous le savez, ce sera 19h et nous allons accueillir Nadia Hamana dans ce studio pour l'actualité. Mais avant, geste barrière pour vous rappeler que le coronavirus existe toujours et qu'il faut se protéger. Dans un court instant, on se retrouve. Nous faisons peau neuve dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne marche plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple, il faut que je mouille d'abord les 2 cylindres. Quand je finis de mouiller les 2 cylindres, c'est pour que quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Voilà, il est 19h au Cameroun et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Nadia Hamana. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange. Actualité oblige, on parle des élections régionales. Ce sera le 6 décembre prochain et pour la première fois de son histoire, le Cameroun aura des conseillers régionaux. Tout à fait, Agnès Solange. Le président de la République a convoqué les collèges électoraux hier. Un scrutin qui se tiendra donc sur l'ensemble du territoire national sans anicroche, malgré les agitations de certains acteurs politiques qui appellent donc au boycott. L'assurance a été donnée hier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui a promis aux fauteurs de troubles qu'ils feront face à la loi. Nadège Baïma. Le président de la République l'a décrété. Ça se tiendra le 6 décembre prochain, la toute première élection des conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Conformément à la Constitution de 1996, en droite ligne de l'accélération du processus de décentralisation souhaité par le chef de l'État. Aucun nuage n'est permis de venir entacher son déroulé. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Le temps est donné, les collèges électoraux n'ont plus qu'à se préparer sereinement. C'est d'abord une fierté qu'il y aura une reconnaissance des chefs traditionnels pour s'imprégner de cette élection. Nos souhaits est que le RDPC, dans la région de l'Ouest où je suis, puisse rafler la mise déjà. Le Cameroun est peut-être à la toute première élection régionale de son histoire, mais même pas peur. Habitué, familiarisé à l'organisation des élections à succès qu'il est. Les dernières en date, les municipales le 9 février dernier et 2 ans plus tôt, le 7 octobre 2018, les présidentielles.
Parlons à présent de production d'électricité à partir des barrages de stockage d'eau EDC. Entendez, Electricity Development Corporation reçoit les pleins pouvoirs. Une convention de concession vient d'être signée entre le directeur général d'EDC et le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Daoud Mouliom, sur les ouvrages de stockage d'eau concernés. La convention signée le 7 septembre 2020 entre EDC et le MINEE porte sur une concession de stockage d'eau pour la production de l'électricité au Cameroun. Désormais, EDC pourra gérer les barrages, réservoirs du Cameroun. Par conséquent, il a accès à la manne de droits d'eau telle qu'envisagée dans la loi du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun. À travers les droits d'eau, l'État camerounais commercialise l'eau des barrages hydroélectriques sous forme de redevances destinées à EDC. Ces recettes lui permettront de rembourser les dettes contractées pour certains projets hydroélectriques. Les excédents dégagés serviront à son fonctionnement et aux investissements dans le secteur. Cette concession consacre ainsi le principe de la rémunération de l'activité de stockage d'eau à travers la redevance d'eau. En contrepartie, EDC devra assurer la permanence, l'entretien, la réparation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et l'extension de tous les équipements et ouvrages concédés, a précisé le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Il s'agit entre autres des barrages réservoirs de Mbankaou, Bamendjin, Mapé, Sonloulou, Edea et Lompangar. Les inondations, on en reparle dans ce journal. Le sujet a inspiré notre rédaction à s'intéresser aux zones à risque dans la ville de Yaoundé, à Bastos ou encore derrière le Kansik Lonka, qu'il suffit d'une rosée pour avoir le pied dans l'eau. Et l'une des raisons évoquées est que ces quartiers sont construits sur des zones marécageuses sans voie de canalisation. Le constat est de Victor Lema. Il faut le voir pour le croire. Au quartier Bastos à Yaoundé, sur des eaux insalubres, surfe le quotidien de certains habitants. Construction anarchique, défaut de voies de canalisation d'eau, des anomalies qui exposent ces personnes à des dangers de tout type. Une preuve que le coin n'est pas occupé selon la réglementation. Mais il n'y a pas qu'ici. Un petit détour et nous voici au Kansik Lonkak. Le tableau est le même. Les eaux de ruissellement lèchent l'eau derrière des maisons. Pas besoin d'être devin pour imaginer la situation en saison de pluie. Quand il pleut ici, là, non. Quand il passe, l'eau, là, ça monte. Donc, absolument, je tourne comme ça, là. Je compte, je ne peux pas passer parce que l'eau, là, beaucoup. Le fait n'est pourtant pas nouveau. Ces habitations sont sur des zones marécageuses et donc à risque. Les populations qui y vivent le savent. Mais comme toujours, c'est le pire qui viendra éveiller les consciences. C'est un danger permanent que de rester dans cette zone. Quand les eaux de ce cours d'eau montent, c'est le chaos dans ces domiciles. Au-delà, cette rivière est le nid de tous les déchets du Kansik Lonkak tout à côté. Les populations d'ici savent ce que ça représente comme risque. L'urgence est signalée pas seulement pour elle, mais pour tous ces enfants qui gambadent ici à longueur de journée. On dit prévenir vaut mieux que guérir. CRTV News, Victor Lema, en contrebas du Kansik Lonkak, c'est à Yaoundé. Nous vous ramenons plus haut, Victor Lema, pour parler de la rentrée scolaire. Et oui, malgré le Covid-19, les préparatifs vont bon train. Tout à fait, Agnès Solange. Plus que 4 semaines et les élèves prendront le chemin de l'école dans la région du Sud, plus précisément à Ebolova, en attendant les instructions gouvernementales pour cette année scolaire particulière en pleine crise sanitaire due au Covid-19. Les établissements, les parents et surtout les commerçants se préparent déjà pour le 5 octobre prochain. Notre reporter Rosolinga de CRTV Sud nous en dit plus. Ah, Rosita. Dans quelques semaines, la cloche de la rentrée scolaire retentira et pourtant, ces préparatifs traînent encore le pas. Dans cette librairie d'Ebolova, les manuels scolaires manquent à l'appel. Pour s'approvisionner, c'est pas facile. De voir, tu as un petit argent, tu y vas, tu arrives, on te dit tel titre n'est pas sorti, tel n'est sorti, tel n'est pas sorti, donc c'est très difficile. Philomène, vendeuse de sacs de classe, marque les parents absents de son échoppe. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est l'exposition. Oui, bon, si quelqu'un a déjà ciblé son sac, quand il aura l'argent, il va venir directement. Pourtant, à en croire la file d'attente dressée devant Paul, en charge des inscriptions dans une école privée,
des parents font preuve de ponctualité et d'assiduité. Des parents bons élèves qui ne veulent pas que leur place leur file entre les doigts. Comme le nombre de places est limité par rapport au Covid-19, je viens tôt pour que mon enfant ait une place parmi les 50 élèves qu'il y a par classe. Il faut bien presser le pas pour compter parmi les premiers de la classe. Dans la région du littoral, les inscriptions se font dans le respect des mesures barrières anti-Covid-19, même si les parents, eux, continuent d'exprimer leurs inquiétudes quant à cette pandémie. Ambiance de préparatifs de rentrée scolaire à Douala, c'est un reportage de Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral. Dans les établissements scolaires de la capitale économique, entre coups de marteau et de pinceau, les préparatifs d'élèves. Dans ce lycée, les modalités d'inscription sont claires. Pour les classes de 6e, il faut déjà être admis au concours. Il y a les frais exigibles. Pour le premier cycle, c'est 7 500. Ensuite, il y a l'APE, ça se paye en banque. Ici, c'est 13 000. Et le second cycle, c'est 10 000. Et les frais de transfert, plus les frais de l'APE. Par contre, dans cet établissement privé qui regroupe l'enseignement maternel, primaire et secondaire, les élèves sont recrutés en fonction de leur cycle. Au primaire, vous venez avec le bulletin de l'enfant, nous vous recevons pour décider dans quelle classe l'enfant sera inscrit. Pour les Form 1 et 6e, ça se fait par concours. Et les classes intermédiaires sur études de dossier. Si dans la plupart des établissements privés, le nombre de salles de cours a été augmenté pour respecter le quota d'accueillir 50 élèves par classe, dans les établissements publics, l'on se précipite pour être sûr d'avoir une place. Depuis la période de confinement, un nouveau style artistique a pris de l'ampleur sur la toile. Des web comédiens sont devenus l'une des principales attractions des internautes, des artistes qui ont su captiver l'attention par leur style à la fois unique et créatif. Notre stagiaire Claude Sandra Dotou a cliqué sur quelques-unes de ces web comédies. Regardons. À l'oreille. Et c'est à cause de ça que tu pleures comme ça, hein? Alors là. Elle reflète l'image de la diversité culturelle à Douala. Avec ses cheveux courts et blancs, Frida Choco Bronzé a su se faire une place sur Facebook à travers des vidéos où elle incarne le personnage d'une femme âgée. Elle imite à la perfection des comportements et habitudes des mamans bassards en leur dialecte. Junior, Balom Dewa, on t'a envoyé, n'est-ce pas? Du côté de la communauté Sawa, Ludwig Yanks expose le quotidien des mamans en langue Douala et le partage sur l'application TikTok. À Yaoundé, c'est le jeune Dylan qui, à travers son compte Dylan Comedy, publie périodiquement des vidéos de lui dans la peau des jeunes filles de la ville. Accompagné de personnages fictifs dont lui seul reconnaît l'existence, Dylan pense repeindre la société dans ses sketchs. J'aborde beaucoup plus les sujets très sociétals, les choses qui se passent tout le temps dans nos foyers et tout. Et donc je décide juste de peindre ça à ma manière, avec mon petit grain de sel, oui, juste pour faire marrer les gens. En maniant la langue Betty, il a décidé de faire de la comédie malgré toutes les critiques. Oui. Bon, il dit, tu veux quoi? Parle un peu vite, n'aie pas le temps. Le téléphone chauffe. On ne peut pas se voir, je suis occupé. Je dois casser les archives de ma mère ce soir. Demain, on fait le Nangondo. De la comédie au sport, nous parlons de la Ligue de la deuxième journée des nations de l'UEFA qui se poursuit ce mardi. À suivre tout à l'heure, vers 19h45, la France contre la Croatie et l'Angleterre face au Danemark. En attendant, l'Italie a pris le dessus sur les Pays-Bas hier, 1-0. Les résultats de cette deuxième journée, une présentation de Willy Abena et Somba. Deuxième journée de la Ligue des Nations de l'UEFA. Dans le groupe 2 de la Ligue A, l'Italie s'impose devant les Pays-Bas grâce à un but de Nicolo Barella.
Une victoire de plus après le 1-0 contre la Bosnie qui permet aux poulains de Mancini de prendre les commandes de ce groupe 2 avec 6 points. Dans la même poule, la Bosnie-Herzégovine s'est inclinée 1-2 face à la Pologne qui s'octroie la 3e place derrière les Pays-Bas. En Ligue B, dans le groupe 1, la Roumanie est allée battre l'Autriche à domicile 3-2, un succès qui lui vaut la première place avec 4 points devant son adversaire du jour. De l'autre côté de ce groupe 1 de la Ligue B, la Norvège a écrasé l'Irlande du Nord 5-1. Ce mardi, dans le groupe 3 de la Ligue A, à suivre les remixes de la finale de la Coupe du Monde version Ligue des Nations entre la France et la Croatie, dès 19h45. Dans le groupe 2 Ligue B, l'Angleterre est face au Danemark et la Belgique joue l'Islande. Voilà donc qui referme ce 19h. Restez en compagnie d'Agnès Solange à Boslo avec ses invités pour la suite de Twilight. Bonne suite, Agnès Solange. Merci Nadia Imana, merci pour toutes ces informations. Ce soir, avant de passer au supplément international, puisque nous sommes mardi, une dernière question à notre invité ce soir. Parlons des acteurs mobilisés pour ces élections régionales. Alors, qui est mobilisé pour les régionales? Bon, qui est mobilisé pour les régionales? Vous avez bien entendu les partis politiques qui, dans leur rôle constitutionnel, concourent à l'expression du suffrage universel. Vous avez les différents ministères, à savoir le ministère des Finances qui va se charger du financement des partis de la campagne électorale et de l'élection, le MINAT qui est l'agent du gouvernement. Et dans cette élection-là, le MINAT joue 2 rôles, à savoir en tant qu'agent du gouvernement, c'est-à-dire à travers ses démembrements que sont les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, doit se charger du maintien de l'ordre et à ce que la paix et la stabilité, la sécurité règnent durant le processus électoral. Et deuxième chose, c'est le MINAT qui produit la liste des chefs traditionnels, du collège de commandement traditionnel. Vous avez ensuite la DGSN, le CED qui seront impliqués. Vous avez bien entendu ELECAM, qui est l'acteur central et l'acteur majeur dans le processus électoral parce que c'est lui qui est chargé de l'organisation matérielle des élections. Et maintenant, vous avez les juridictions administratives qui devront connaître des contentieux préélectoraux, post-électoraux, mais également qui devront prononcer le résultat de ces élections-là. Donc, c'est ce temps d'acteurs qui seront impliqués. Vous avez éventuellement les observateurs, vous avez les hommes de médias qui devront couvrir. C'est le round-up actuellement dans les rédactions, etc. Donc, merci, docteur. C'est pratiquement toute la nation qui est impliquée. Merci, docteur Moussa Ndjoua, d'être venu sur ce plateau. Alors, nous espérons vous avoir peut-être dans d'autres éditions de Twilight. Merci. C'est moi qui vous remercie. Place à présent donc au supplément et comme tous les mardis, je le disais tantôt, il est international. Pour cela, nous recevons Eric Launa. Bienvenue Eric. Merci Agnès Solange. Aujourd'hui, vous nous parlez de la résilience des femmes d'affaires du Nigeria face au Covid-19. Le cas de Tolupe Makinwa qui est basé au Nigeria justement. En effet, Agnès Solange, nous allons démarrer le supplément international juste après ce jingle. Voilà, donc ce supplément international nous mène tout droit à Abuja, la capitale du Nigeria. Et là-bas, Tolupe Makinwa est une Nigériane et fondatrice d'une structure panafricaine. Avec elle, il sera question de revisiter ses défis et le secret de la réussite de la compagnie malgré l'environnement économique mondial morose du fait de la pandémie du Covid-19. De ce pas, nous allons tenter de joindre Tolupe Makinwa là-bas à Abuja au Nigeria. Thank you, Tolupe Makinwa, for being with us. First of all, what is the situation of COVID-19 in your country, Nigeria? Nigeria has recorded its lowest coronavirus infection cases in nearly 3 months, which just simply means that Nigerians are taking into cognizance preemptive measures to obliterate the spread of the virus. I mean, Lagos currently has the highest number of new cases almost every day. Lagos is Nigeria's COVID-19 epicenter with over 17,500 infections.
But as at 8:30 p.m. on Friday, 4th September 2020, 36 active cases of coronavirus infections was reported, and which to an extent is quite applaudable. Abuja, which is Nigeria's capital, is the second most impacted with over 5,000 cases. However, as at 8:30 p.m. on Friday, 4th September 2020, 35 active cases were reported. And so we've seen that there has been a decline in the numbers, of active cases on coronavirus infected patients, which is quite applaudable. A lot of businesses that have shut down, I will not underplay the fact that a lot of businesses have shut down. A lot of people, a lot of employees have been retrenched. Some, their position have been left redundant. Some have been furloughed, and some businesses have shut down like permanently, if not permanently, but temporarily. Please tell us, what are the effects of the pandemic of COVID-19 on Nigerian economy? So the effect of COVID-19 is not just on Nigerians' economic resources alone. The effect is not felt on Nigerians' economic resources alone, but it is felt by everybody. Everyone. I mean, people cannot go back to school. Students are still at home. Aside from exit classes, that's the SS3, JSS3 that have been called back. Called upon to take their exams. Take their exams, being that they are in exit classes, and some universities are seeking to reopen the institution. So it's everywhere, right? There are a lot of major markets that have still been shut down and open on specific days. So we can say that it has not been quite easy here in Nigeria. We are all trying to pick up, from scratch, and pick up from what is left and build again. All right. So according to the National Bureau of Statistics, the impact of COVID-19 on employment and the income of Nigerians have been quite rampant. The poorest household reported the highest share of Nigerians, who stopped working. They had 45%, while like 35% of the wealthiest household too was affected. So it is everywhere. We are just trying to pick up from what is left and rebuild again. But with the cases of coronavirus infection being reducing every day, I think that is very, very good and quite applaudable. So yes, I give it to all Nigerians out there who are trying very, very hard to maintain all COVID-19 rules, social distancing, wearing masks, washing of hands and all. So it's good. I mean, for every stops, even on the road, you can still see that there are subtle reminders. If there are no billboards, there will be something that would remind you that, hey, COVID-19 is still very much real. So yeah, to an extent, we can say that Nigerians are coping well, and hopefully COVID-19 in Nigeria will become a thing of the past. Okay, now concerning particularly your organization, despite the effects of COVID-19, your organization still succeeds, and it is present in 5 African countries. What is it all about? All right, so in Africa, 9 out of 10 employed women are in the informal sector, which means that women are not actively involved, in the process of policy making. Not just women. I mean, young ladies, young girls. This has been the system I was born in, which to me it was quite depressing. So the current global labor force participation rate for women is close to 49%. For men, it's about 75%. So that's a difference of 26 percentage points, with some regions facing a gap of more than 50 percentage points. So in a bid to bridge this gap, I instituted a Pan-African initiative in 2019 to execute structural and reformative programs on policy making, leadership, soft skills acquisition, technical skills acquisition, basically more of STEM related skills acquisition, that's science, technology, engineering, and mathematics skills
skills acquisition and somewhat entrepreneurial skills for African women and girls. So I stimulated growth programs that are stemmed from integrating traditional sources of data. I mean, design thinking and opportunities to speak about what I believe in for African women and girls. And this is what led me to start this Pan-African initiative that has grown by an extension of 47%, in 7 African countries, Malawi, Ghana, Cameroon, South Africa, Kenya, Uganda, and the host country, that's Nigeria. And what I've been able to do is to provide grease of modules and to empower young women and girls, on site and virtually, and virtually as a result of COVID-19. So, and at date, I have successfully empowered about 250 African women in the areas of social impact, networking, policy making, and leadership, right? And this is what I've been doing for so long. Okay, Telupe, tell us what's your interest in nation building? Nation building is quite evinced, for my work as a self-identified young global key player whose input within the African local communities directly impacts the emerging markets. So I used to say that there is so much that we can do. It's not about being behind the scene. It's not always about being behind the scene. Africa needs a whole lot of policymakers to arise. Africa needs a lot of people who are innovative, people who critically and creatively think through problems and are ready to lend their voices. And this is why I started the Tolu Makinwa initiative for young Africans, and thus far it is growing. I mean, I was recognized, in commemoration of the United Nations International Youth Day for youth support and voluntary action. I was awarded, and also a lot of award nominations. And this just simply means that there is so much that we can do if we do not hide, our light under a bushel. And here I am just saying, you know what, ladies, you can do it. We can do it. We need to become so knowledgeable in the areas of policy making, in the areas of processes and procedures. Yes, we know it has not been easy. Now tell us, what are your challenges and how have you been able to overcome them? Yeah, there are several challenges that we face here, and one of many of the challenges will be lack of data. I mean, lack of adequate data, right data. Sometimes bulk of what we do sometimes could be based on assumptions, and sometimes you don't assume to prefer solutions to problems. No, TMI is a social service sector, and because it is a social service sector, then we need to get the right data, the right amount of information. I mean, this will guard our decisions. This will help us gain insight to what the problems are and what approaches that we can deploy or programs that we can design. So if we are going to be developing policies and procedures, for people, for organizations, for communities, for LGAs, then we need to have the right and a handful of information. We need to have grease of data. Also, building trust systems. The social impact space is very field. Yeah, there's a better word for that, but it is very, very field. I mean, a lot of people, a lot of initiatives every day are coming up on board, to alleviate one distress or the other. So it is a choked up space, right? So a lot of people, like a lot of LGAs or LCDs, chiefs, or basically the stakeholders or key players that we are trying to reach out to, they already have a feeling of, you just want to help us and you leave, like you just want to talk to us and you leave without preferring something lasting. So sometimes it's quite difficult for us to establish trust, trust between people, trust between these women and girls that we intend to reach out to, trust between LCDs, households and all. So it has been very difficult. Why? Because I feel that it is always the same thing over and over again. Now, in this domain, what do you consider as been your achievement so far? So, my greatest achievement at TMI Africa has been
the fact that we started out in May 2019, and as at September 2020, we are currently designing another program for young women and young girls in East and South Africa. You know, so something that an initiative that barely started with $129, that is less than 50,000 naira, has now grown to become is growing to becoming a globally recognized initiatives for women and girls. I mean, policymakers, intended policymakers in the future. Now, Tolupe, before taking leave of you, any long-term goal? In what way do your activities impact the young generations in your country and the rest of Africa? Hopefully, by God's grace, we intend to plant initiatives across the 54 countries in Africa, and that's West Africa, and in other regional areas of Africa. I mean, the North Africa, East Africa, South Africa. We intend to plant more initiatives and become more universal, than we are now. And then we hope that more women and girls will become policymakers and, more from being just actively involved in the informal sector and become more involved in the formal sector. So, yeah. Okay, that was Tolupe Makinwa calling us from Abuja in Nigeria. Voilà, Agnès Solange à Besolo, le contenu du supplément international de ce mardi. C'était la Tolupe Makinwa, nigériane et à la tête d'une structure panafricaine qui nous faisait part de ses différents challenges et les défis qu'elle a pu relever malgré le contexte économique mondial morose du fait du Covid-19. Agnès Solange. Eh bien, merci Eric Launa Aouna pour ce supplément international. Nous avons beaucoup appris de votre invité. Madame, Monsieur Toilette de ce soir s'achève. L'actualité, c'est donc la convocation des collèges électoraux par le président de la République depuis hier. Les élections régionales, ce sera donc le 6 décembre prochain. Au Cameroun, le processus électoral est lancé et c'était donc le débat de Toilette ce soir. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. CRTV News, ici, toute l'info.